Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être déplacés aussi nombreuses et nombreux quand même dans une petite salle confortable pour cette table ronde intitulée l'IA sous le capot des DSI. Vous le voyez, le petit titre là-haut. Moi, je suis Guillaume Ledy, je suis journaliste et directeur éditorial de l'ADN, qui est un média, et je suis enchanté d'animer aujourd'hui notre échange consacré donc à l'intelligence artificielle, mais au prisme des directeurs des systèmes d'information. Alors à l'ADN, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas très grave, mais juste, je vous précise qu'on tente quand même de déchiffrer les tendances et les mutations de nos sociétés et qu'on essaye donc de ne pas rater la prochaine révolution. Mais on a beau tenter au quotidien de saisir ce que c'est que l'intelligence artificielle, cet obscur objet technologique, il se passe toujours quelque chose qui vient remettre en cause nos certitudes et ce qu'on pensait avoir compris. Et ça, depuis la fin 2022 et le lancement évidemment de la version publique de ChatGPT, parce qu'on n'est pas comme vous des techniciens, donc nous on utilise les softwares. Mais quand même, rendez-vous compte, ça fait à peine 1 an et demi que l'IA générative est accessible à toutes et tous, à peine 1 an et demi, et elle est déjà partout, elle est déjà sur les ordinateurs de vos collaborateurs, et elle est déjà dans les discussions, dans les travées des sommets internationaux de nos hommes et femmes politiques. Et puis dès qu'on pense avoir compris quelque chose sur l'intelligence artificielle, dès qu'on pense maîtriser un de ces enjeux, et ben bim, on doit se mettre à jour. Alors je dis bim parce que ça rime avec mise en abîme, mais c'est une jolie mise en abîme puisque j'ai dû mettre moi-même à jour mon introduction ce matin, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'hier soir, OpenAI a sorti GPT-4 Omni, qui sont, si on en croit les démos qui tournent un petit peu partout sur vos flux LinkedIn et autres X, peut effectuer des traductions en temps réel et est effectivement, après quelques tests, beaucoup plus rapide que ses prédécesseurs. Bref, ça n'arrête pas. Mais est-ce que cette démocratisation de l'IA générative est une évolution ou une révolution? Pour revenir à ma question précédente, j'ai pas la réponse, mais j'ai quand même, après quelques années de carrière, un petit peu de recul et je me dis qu'il est parfois juste utile de se rappeler collectivement qu'il y a 2 ans, un certain Mark Zuckerberg nous promettait l'avènement du métavers à grands coûts de milliards d'investissements, 15 milliards pour être précis, pour 39 utilisateurs actifs d'Horizon World. Voilà, ça remet 2-3 petites choses en perspective. Il n'en reste pas moins que pour certains experts, l'intelligence artificielle, générative ou non, on y reviendra avec nos experts à nous, est la nouvelle technologie à usage général, c'est-à-dire celle qui va, à l'instar de l'électricité, modifier en profondeur toutes les facettes de nos sociétés, à commencer bien évidemment par notre économie. Et dans ce monde où l'IA évolue donc à vitesse grand V, les directions des systèmes d'information sont bien évidemment essentielles puisqu'elles constituent, vous le savez encore une fois mieux que moi, une partie cruciale de l'infrastructure sur laquelle s'appuie, sur laquelle repose le changement en cours. Mais comment elles font pour concrètement déployer l'IA au sein de nos entreprises? Comment les DSI peuvent orchestrer cette transformation pour tirer profit de ces technologies tout en gardant le cap évidemment sur la sécurité? Quelle stratégie mettre en œuvre pour intégrer l'intelligence artificielle dans le processus d'affaires, surmonter les obstacles techniques, ça fait une bonne feuille de route, et organisationnelle, et puis piloter évidemment l'adoption de ces outils au sein de nos boîtes. Autant de questions auxquelles je vais évidemment pas répondre, mais je vais laisser nos 4 experts y répondre. Avant de vous les présenter, j'aimerais juste savoir, ici, là, dans la salle, dans l'audience, qui est plutôt cybersécu, qui est plutôt DSI? Cybersécu, levez la main. Cybersécu. Ok. Et l'autre moitié, c'est DSI? Ouais, c'est ça? Vous les deux? Les deux? Les deux. Bon. On a une petite idée de à qui on s'adresse, comme ça c'est bien, on peut adapter notre discours. Je vais vous présenter, même si vous les avez derrière et devant vous, nos différents intervenants. Je vais commencer par Philippe Boudier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes Chief Information Security Officer France pour Sodexo. Bonjour. À vos côtés, Frédéric Charles. C'est bien, vous êtes mis dans l'ordre. Bonjour. Frédéric Charles, je crois que un certain nombre d'entre vous le connaissent. Vous êtes directeur stratégie digitale et innovation chez Suez Smart Solutions. Mon poste a évolué très récemment. Je suis directeur des Smart Cities, mais effectivement toujours dans ces sujets d'innovation et de numérique.
et aussi en management à l'ESSEC et à l'IMT, donc sur ces sujets d'IA. Vous allez nous préciser un petit peu de quoi il retourne tout à l'heure. À vos côtés, Yann Gourvenec, je le fais dans cet ordre-là, du coup. Bonjour. Vous êtes fondateur de Visionary Marketing. Vous nous direz un petit peu là tout de suite ce que vous faites chez Visionary Marketing. Et puis enfin, Jérôme Debonnet. Bonjour. Last but not least, comme on dit, vous êtes, et je vous laisserai expliquer aussi, CTIO, cybersécurité, chez Capgemini. Vous nous direz un petit peu pourquoi il y a ce petit i qui traîne dans l'intitulé de votre poste. Alors, premier temps de cette table ronde, de cet échange, j'aimerais qu'on précise un petit peu de quoi on parle, sans faire toute la définition que vous avez eue ce matin si vous avez assisté à la plénière, bien sûr, mais revenir un peu, je l'ai évoqué très rapidement, mais avec vous, Yann Gourvenec, j'aimerais revenir sur la façon dont, de votre poste d'observation, vous avez vu cette fameuse IA générative débarquer dans nos organisations. Je sais que vous faites un peu de conseils en conduite du changement. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises et particulièrement les DSI? Alors, merci Guillaume. Alors effectivement, Visionary Marketing, peut-être expliquer ce que c'est. C'est un média, il a 30 ans maintenant, parce que au départ c'était même un blog personnel d'analyse et je dirais de veille autour des sujets de la tech et à la croisée entre le marketing et la technologie. J'ai un long passé à la fois dans l'informatique et aussi dans le marketing. J'ai été pendant longtemps à la maîtrise d'ouvrage chez divers informaticiens, dont Capgemini d'ailleurs. Et puis l'IA générative, c'est un sujet qui nous accapare déjà depuis 4-5 ans en fait. On en publie des articles sur le sujet. On a commencé à se réveiller autour de l'IA aux alentours de 2017. Alors il se trouve que moi, en plus, j'ai commencé ma carrière dans l'IA il y a quelques années. Et donc ça m'a amusé de voir revenir ce sujet-là dans les années 2017-2018. Et puis depuis 2020 à peu près, les premières IA génératives de texte, qui n'étaient pas ChatGPT d'ailleurs, le premier c'était Writer je crois, qui était très impressionnante. J'ai commencé déjà à accélérer ma veille sur ce sujet-là. Et j'irai pour continuer le panorama, j'enseigne également chez Omnes Éducation. On a formé 1000 élèves l'année dernière avec une certification à l'utilisation de l'IA avec un angle un peu particulier puisqu'on leur demande aussi de prendre du recul et d'évaluer ce qu'ils réalisent avec l'IA générative. Alors on m'a demandé de planter le décor et j'ai 3 minutes. Donc ça va être très rapide et très schématique. Même 2, oui. Donc ça va être encore plus schématique. Alors je vais vous donner juste 2 chiffres. Le premier, c'est un chiffre qui vient du Work Trend Index de Microsoft et LinkedIn et que j'ai reçu hier. Donc je vous conseille de le télécharger, il est intéressant. Sur environ 3500 interviewés dans le monde. Le premier chiffre, c'est que 75% de ce que aux États-Unis on appelle les knowledge workers, on pourrait dire les cols blancs, je n'avais pas vraiment de traduction en français, les travailleurs du savoir, on va dire, dans le monde. Alors, avec le bémol sur la représentativité d'échantillons, utilisent déjà l'IA générative au travail. Donc c'est une réalité d'aujourd'hui. La deuxième réalité va plaire beaucoup aux gens qui sont responsables de la sécurité et des systèmes d'information, c'est que 78% des utilisateurs de l'IA amènent leurs propres outils au travail. Alors, d'ailleurs, il y a un nouvel acronyme. Si vous ne le connaissez pas, c'est le BYOAI, Bring Your Own AI. Donc, on a une pensée émue pour tous les DSI du monde. Je pense qu'ils vont s'amuser. Il y a trois enseignements, comme je dis, je suis obligé d'aller très rapidement. D'abord, les employés ne vous a pas attendu pour utiliser l'IA. C'est la même chose que ce qu'on a vécu avec Frédéric il y a déjà 10-12 ans avec les médias sociaux, sauf que là, c'est puissance 1000. Et surtout qu'on n'a même pas besoin de leur expliquer comment ça marche, ils arrivent déjà avec. Le deuxième point, c'est que, et ça on ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est ce qu'on est en train de leur mettre dans la tête, c'est que s'ils ne sont pas bons dans les utilisations de ces outils, ils n'ont plus de job. Et vice-versa, que s'ils sont bons dans l'utilisation de ces outils, ils auront de meilleurs jobs. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est les informations qu'on fait circuler. Et puis, le troisième point, c'est que, en gros, pour bien l'utiliser, il faut l'essayer, il faut expérimenter en permanence. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de dire. De toute façon, ça change tout le temps. Oui. On est bien obligé. Alors,
c'est intéressant tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de recul. Je pense qu'avec Philippe notamment, on va prendre du recul par rapport à tout ça. Ces IA, elles sont encore victimes d'hallucinations. J'ai même un collègue qui a posé 3 fois la question de quand date ta base de connaissances à ChatGPT hier. Il a eu 3 réponses différentes dans le même prompt. Parce qu'elle se met à jour régulièrement. Ouais, donc même, il n'arrive même pas vraiment à être d'accord avec lui-même. Ce qui est un peu normal, parce que quand on connaît ces modèles, ce sont des modèles statistiques, ce ne sont pas des modèles qui travaillent en conscience, hein, pour l'instant. Alors, le deuxième point, c'est aussi que les jeunes, alors ça je ne l'ai pas dit, mais les jeunes sont plus proportionnellement utilisateurs de ces outils, ce qui va aussi créer un gap entre les gens qui sont moins jeunes, les gens comme nous, quoi. Je prie un peu pour ma chapelle. Mais alors, il y a des questions quand même derrière. Et moi, je le vois avec mes élèves, puisqu'ils sont jeunes. Donc, on leur fait utiliser. C'est un peu original, d'ailleurs. Dans les écoles, on a plutôt tendance à fermer. Là, on leur laisse utiliser l'outil et on voit le résultat. Et le résultat, pas toujours flambant, en fait. Il y a toujours les mêmes bourdes. Oui, ils arrivent à un résultat. Alors, c'est sûr, au lieu d'avoir des nuls, on a des moyens partout. Mais ça n'empêche, il y a encore un peu de travail à faire. Et finalement, il y a un manque de recul par rapport à l'efficacité de ces outils et par rapport à la qualité des résultats. Justement, je rebondis et je donne la parole à Frédéric Charles sur ce sujet, justement, sur la façon dont on parle des jeunes, là en l'occurrence des jeunes étudiants, mais dont les salariés s'emparent de ces outils-là et ont envie de tester. Est-ce que c'est des choses que vous, à votre poste, vous avez repérées? Et si oui, comment on facilite cette volonté de tester tout en faisant attention à évidemment ce qu'on teste et à la sécurité des données qu'on y met? Oui, alors ça c'est très récent, donc mon propos n'est pas uniquement sur la partie Suez, plus généralement. En fait, déjà, je pense qu'il faut catégoriser les applications. On a très bien vu ce matin, avec Religion, la partie explicite et implicite. L'IA explicite, elle existait depuis longtemps. Suez faisait des systèmes de pilotage des réseaux d'eau depuis très longtemps avec base d'IA. Donc Smart Solutions, Digital Solutions, en fait, a été créé pour ça il y a 10 ans. Moi, personnellement, j'ai démarré dans les années 90 et l'IA était mon premier métier. Donc voilà. Ce qui est nouveau dans la partie implicite, c'est cette capacité, effectivement, qui a bien été mise de pouvoir le mettre dans la main des gens. Mais là, il y a 3 niveaux, on va dire. Le premier niveau, c'est on le généralise à tout le monde et on a quelque chose de standard, de général. Donc c'est sûr, ça fait des traductions, ça fait plein de choses. En gros, moi, j'aime bien dire, plutôt que dire il y a plus de nuls, il y a moins de moyens, moi, j'aime bien le dire en disant on part plus de la feuille blanche. Donc on a un truc structuré. On a un truc structuré déjà, après il faut le faire. Ça, les DSI vont être obligés de le mettre en place. S'ils ont déjà, alors d'une façon ou d'une autre, alors soit avec la bureautique, soit avec les chats internes et ainsi de suite, ils vont être obligés de le faire. Sinon, de toute façon, ça a été dit, ils vont le faire. D'ailleurs, entre parenthèses, le Bring Your Own Device, qui est l'équivalent qu'avant où j'amène mon propre smartphone, voilà, ça a marché. Il y a des DSI qui avaient décidé, avec la gouvernance qui va bien, de laisser les salariés arriver avec leur smartphone. Bon, donc ça. Après, il y a le deuxième domaine d'usage, sont nos éditeurs. Et là, la DSI est aussi en première ligne, parce que finalement, le process achat, il a déjà été codé dans un ERP que j'ai choisi. Est-ce que cet ERP va évoluer? Il y a intérêt à évoluer, parce que sinon, je vais être un peu au bord de la route. Donc je reste dans le fait que les éditeurs de logiciels, les meilleurs amis de la DSI, vont devoir de toute façon amener l'IA dans les process, et pas en passant par les salariés, mais en passant par la case vraiment métier progiciel. Et puis il y a le troisième cas qui est souvent celui c'est un peu le Graal, je vais dire, si on regarde, c'est celui des moteurs qui vont pas être généralistes, qui vont permettre de comprendre le métier de l'entreprise, et eux, ils sauront signer un contrat, acheter une prestation automatiquement, recruter un talent, là ça a été dit, mais donc avec le métier développé en interne. Et donc là, la DSI est encore en première ligne, parce qu'en fait, ce moteur interne, ça vous a pas échappé que l'IA, ça nécessite beaucoup d'énergie, d'argent et autres, donc ça veut dire que c'est beaucoup sous-traité à l'extérieur, que la majorité des offres aujourd'hui, elles sont sur du cloud. Donc déjà, mettre du cloud avec du SI interne, c'est déjà un sujet avec la sécurité. Et puis il y a des sujets, on n'a pas envie de les mettre sur le cloud, donc il va falloir de la puissance interne. Et ça, c'est peut-être le message à faire passer à la DSI, c'est quoi votre puissance en MIPS aujourd'hui? Avant, on aimait bien, il y a longtemps, dire le nombre de MIPS qu'on avait. Aujourd'hui, en fait, on ne le sensait plus, on a tout sous-traité. En fait, il va falloir faire revenir les MIPS dans l'entreprise. D'ailleurs, la guerre aujourd'hui, elle est sur quel est le PC le plus rapide,
le puce plus rapide, la plus efficace, la plus efficace ouais. qui va revenir. Donc on va revenir, et avant le quantique qui arrivera d'un moment, on a ça. Donc la DSI, elle est vraiment concernée à ces 3 étages pour 3 types d'usages totalement différents. Et tous, ils sont sur la productivité. Sauf il y en a un qui est la productivité individuelle au niveau d'une tâche, l'autre la productivité au niveau des processus et des applications, et le dernier la productivité au niveau, j'ai inventé un super compagnon, enfin lui j'aurais pu le recruter quoi, en gros. Voilà. Mais d'ailleurs c'était dit ce matin, en fait ça va. Il y a peu de chances que ça remplace les jobs parce que lui, je peux le recruter. Il y en aura très très peu parce qu'ils vont coûter très très cher et ils vont être sur des cas très spécifiques par rapport à plutôt attaquer la base qui est de le mettre dans les mains de tout le monde, mais en étant bien sûr sécurisé pour avoir un petit effet productivité mais multiplié par un grand nombre plutôt que d'essayer d'avoir un gros effet productivité, mais multiplié par un petit nombre. C'est ça l'équation, à mon avis. C'est bien parce qu'on arrive tout de suite dans le concret dans lequel on va rester avec vous, Jérôme Desbonnets. On parle de solutions développées en interne. Je crois que du côté de Capgemini, ça vous parle à peu près, ça, non ? Ouais, un peu. Alors, je vais déjà répondre à la question Allez-y. du tout début. Le I, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire innovation dans certains cas, mais il veut dire aussi information. Donc pour le officer aussi pour le haut. Ça pourrait être intelligence. Ouais, on va essayer. Bon, ça c'est une question de point de vue. Après, pour revenir au sujet, il y a 2 choses que je voulais noter par rapport à ce qui a déjà été dit et ce qui a été dit ce matin aussi. L'IA, c'est des stats déjà. Et quand on revient aux tâches qui sont faites, les prompts, et c'est ce que tu évoquais aussi, comme c'est des stats, c'est, pour être un peu provocateur, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est consistant dans l'erreur et consistant dans le vrai aussi, et inconsistant dans le vrai aussi. Et l'exemple que tu donnais de poser la même question plusieurs fois et d'avoir des prompts différents, et des réponses différentes aux prompts, c'est exactement ça. Et donc si on veut faire de la productivité en cyber, parce qu'il y a beaucoup de gens de la cyber ici, mais dans la productivité en général, c'est vrai aussi, il faut identifier la tâche qui accepte ça pour augmenter la productivité. Et donc il ne faut pas oublier que dans la productivité, on a aussi besoin de tâches qui ont besoin d'exactement le même résultat, exactement le même comportement. Et donc là, les AI, non, en fait. Tout simplement, non. Vous voulez dire qu'il y a besoin d'être stupide parfois dans la productivité ? Exactement, ouais. C'est un peu le contraire de l'intelligence. Non, mais voilà. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, en ce moment, il y a la grande courbe du hype. Donc, on est à fond dans les AI. Non, en fait, il y a encore des cas où le bon vieux code qui coûte pas cher et qui a pas besoin de beaucoup de CPU, il est toujours là. Donc, faut pas l'oublier non plus. Et il faut rester réaliste aussi dans les besoins d'automatisation. Et l'automatisation, c'est aussi ce code-là. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est important, en fait, dans les discussions qu'on peut avoir avec le management, avec le business. Il ne faut pas oublier ça. C'est toujours là, c'est bien là, et ça va durer. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là, et il ne faut pas oublier ça dans les recherches de talents dont on a besoin dans l'IT. Ils sont toujours là, et ils vont rester là. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on parle de ces besoins-là. Ouais, clairement. Donc voilà, c'est toujours là et ça va rester là. L'autre point aussi sur l'intelligence artificielle, on l'évoque, c'est identifier les bonnes tâches. Ça a vraiment été clairement dit ce matin aussi, sur lesquelles on va les appliquer et sur lesquelles on va accepter justement cette inconsistance dans le résultat. Et ça veut dire que finalement c'est le petit pote sur l'épaule et il faut toujours l'humain derrière pour gérer ça, en tout cas en l'état actuel des choses. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc ça, on est vraiment sur la démystification pour le coup. Et dans la cyber, c'est très vrai à l'heure actuelle. C'est mon côté, la cyber qui joue. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour mettre les choses bien à plat. Et quand on n'a que 3 minutes, je vais essayer de faire bref là aussi. C'est gentil. Merci pour la salle. Et on rediscutera des sujets après, puisque je sais un peu ce qu'on va évoquer. Très bien. Philippe Boudier, vous, chez Sodexo France, sur ce sujet d'intégration de l'intelligence artificielle et maintenant d'intelligence artificielle générative, comment vous avez réussi à le faire, ou pas d'ailleurs, tout en maintenant les exigences de sécurité qui sont les vôtres? Alors, par rapport à l'intégration de l'IA au niveau du groupe Sodexo, alors moi je m'occupe du périmètre France, mais au niveau du groupe, il y a une décision qui a été prise, il faut qu'on y aille. Ça a été un choix de la direction. Et donc, contrairement à... Je crois que ça parle à un certain nombre de gens dans la salle. Contrairement à ce que disait Frédéric tout à l'heure, nous, en fait, on est parti sur le fonctionnement d'un pilote avec une population très réduite de 200 à 300 personnes dans le groupe, à savoir que le groupe Sodexo, c'est 420 000 personnes dans le monde.
Donc au niveau de la DSI, on a un échantillon, et au niveau de la France, on a un échantillon d'à peu près 30 de personnes qui testent l'IA. Et bon, on est en train de l'élargir. Néanmoins, l'arrivée de l'IA, elle est arrivée par nos utilisateurs qui sont venus taper à la porte de la Sécu pour dire on peut utiliser ChatGPT il y a 1 an et demi. Donc, moi, ce que je leur ai dit, ChatGPT, je suis monsieur sécurité pour la France, j'ai des risques pour mes données. J'ai des risques pour l'entreprise, donc on ne va pas l'exposer, on ne va pas utiliser ChatGPT. Derrière, il y a une réflexion qui a été apportée au niveau du groupe, au niveau de chaque région, parce que d'autres régions ont eu des demandes pour pouvoir faire de l'utilisation de l'IA. Et donc la réflexion, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure comme résultat, hein, ça a été exposé, donc ça fait à peu près 6 mois qu'on utilise Copilot au niveau de l'entreprise pour pouvoir justement utiliser l'intelligence artificielle générative pour des métiers spécifiques. Ouais, c'est ça. On a limité à certains métiers pour ne pas exposer de données de nos collaborateurs, des données peut-être de clients, parce que la difficulté aussi, c'est que Sodexo interagit énormément avec des clients, et donc il faut qu'on fasse attention justement aux données qu'on peut traiter et manipuler. Donc on le fait vraiment pour des besoins internes, métiers, recettes de cuisine, performance de procédures à traiter, reformulation de documentation, amélioration des tâches de travail, essayer d'automatiser les tâches et apporter de la valeur pour le travail de l'humain. L'intérêt, c'est essayer d'apporter de la valeur. Voilà. Sans pour autant effectivement remplacer l'humain ou recruter moins de gens parce qu'on utilise l'intelligence artificielle. C'est aussi une bonne excuse. Souvent, pour un certain nombre de gens, le message est passé. Pour cette partie sécurité, vous disiez vous êtes monsieur sécurité. Jérôme Desbonnets, vous êtes monsieur innovation, mais aussi monsieur sécurité. Vous avez les deux casquettes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement l'approche de Capgemini, puisque ce n'est pas n'importe quelle entreprise non plus, en matière de cybersécurité pour l'IA, y compris pour rentrer dans tous les détails que vous voulez, parce que je crois que l'audience est prête à vous écouter là-dessus. Ouais, alors on a la double casquette aussi, parce que on a environ 30 000 développeurs sur l'IA. Donc on a vraiment la double casquette. Et on a le même cas à utiliser, on fait partie des testeurs Copilot aussi, et Copilot pour Sentinel, donc la partie sécurité de Copilot, avec les mêmes problématiques. Comment on va protéger nos données, protéger les données des clients, donc limiter les cas d'usage dans le cadre des LLM as a service, puisque là c'est le cas en fait. Donc on retrouve les mêmes problématiques que le cloud, in fine. Donc comment on va protéger la diffusion de ces données vers l'extérieur. Donc on va utiliser les solutions, je dirais, un peu plus classiques de protection des données, donc en bloquant la diffusion des données dans le prompt ou des choses comme ça. Donc ça, il y a des solutions technologiques qui le permettent, mais déjà il faut identifier ces données, ce qui est déjà la première étape, ce qui n'est pas forcément facile. Donc la limitation de la population, dans le cas des pilotes, ça peut être déjà une première étape. Mais après, comment est-ce qu'on va massifier cet usage si ça vaut le coup, parce qu'il y a le coût versus la productivité, qui n'est pas négligeable à prendre en compte. Et après, comme je disais, donc on a ce côté un peu bicéphale d'avoir 30 000 développeurs en interne. Donc l'autre choix qu'on a fait pour certaines typologies de données, où là, la question ne se pose pas, c'est juste non, elles ne sortiront pas, pour des raisons de confidentialité ou des raisons régulatoires, tout simplement, dans certains pays. Donc là, on a fait le choix de développer en interne, ou d'utiliser des moteurs type Mistral ou autres qu'on peut faire tourner en interne, parce qu'on en a les moyens vu la taille de la société et qu'on a les équipes pour faire les développements. Et donc là, on a développé nos solutions en interne. Sur des données internes. Sur des données, sur des serveurs en interne, avec des CPU. Alors, dont tout le monde parle là aussi des CPU, Nvidia, les H100 et autres. Mais à partir du moment où on fait de l'interne, on a aussi moins de besoin de puissance. Donc on est sur des CPU type Tesla ou autres qui coûtent beaucoup moins cher et qui nous permettent de faire tourner ça en interne. Et donc on va retrouver les mêmes types de fonctionnalités, mais avec moins besoin de puissance, moins besoin de RAM, et ainsi de suite. Donc vous avez suivi le conseil de Frédéric Charles, vous avez internalisé. Voilà, exactement. Et donc ça, on le fait en interne
pour ces types de données-là qui n'ont pas le droit de sortir, qui ne peuvent pas sortir, et pour une population donnée qui, elle, a le droit d'en connaître en fait pour ces données-là. Donc on est dans un modèle hybride, in fine, comme on va le retrouver au final avec le cloud. Hein. On est vraiment sur ces modèles-là, et je pense franchement que c'est ce qui va se développer. Donc il n'y a pas On de en revient sur ces changement fondamental et radical dans la façon de traiter les enjeux. Je pense pas. Je pense qu'on va arriver sur ce type de modèle-là à grande échelle, finalement. Et je pense qu'on arrivera sur ce type de modèle une fois que les données seront identifiées. Et la vraie difficulté va être là, je pense. C'est où sont les données, qui est le honneur de ces données, et comment on va faire suivre l'identité. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas encore été abordé. Et ça n'a pas été abordé non plus ce matin, d'ailleurs, par les gens qui développent en fait les moteurs LLM. C'est ce qu'on voit en fait, c'est des orchestrateurs LLM qui arrivent pour intégrer différents modèles. Hein, si on prend un moteur DALL-E, par exemple, pour les choses qui sont connues, on tape un texte qui génère une image. Donc on commence par taper sur un moteur qui va analyser le texte, en définir la sémantique pour ensuite aller générer l'image. On est sur une suite de robots, en fait, LLM. Et donc, comment on va, si on veut utiliser ça dans un environnement professionnel avec de la donnée, comment on va faire suivre l'identité qui a accès à tel ou tel type de données et qui a le droit d'usage et le droit d'en connaître sur la donnée. Ça, c'est absolument pas abordé pour l'instant. Et je pense que les vraies problématiques d'usage de l'IA sont là. Ça va être un enjeu. Et ça va être un vrai enjeu. Un des autres enjeux, quand même, une accélération qu'on note avec le développement de l'IA générative, c'est que chacun et chacune peut s'en saisir, notamment côté attaquant. Philippe Boudier, là-dessus, on en parle souvent, notamment dans les médias, parce que c'est des choses qui sont assez... voilà, je prends ma casquette de journaliste généraliste, qui sont assez... comment dire, alarmantes, en tout cas sur la massification des attaques. Mais quand j'ai préparé cette table ronde avec les uns et les autres, vous me disiez notamment que les attaques sont peut-être plus raffinées et encore, mais en tout cas, elles ne sont pas, notez pas vous, de massification d'attaquants potentiels. Alors actuellement, faut savoir qu'il faut être une entreprise qui qui se trouve dans la lumière pour être vraiment sollicité. Je vois les établissements bancaires comme la Société Générale ou d'autres, hein, les groupes d'assurance, mais il y a aussi les PME et les PMI. Bien sûr. C'est eux qui font l'objet d'attaques massives. Nous, on les voit, on en voit. Hein. La croissance, l'événement de l'été prochain montre que justement il y a une croissance des attaques. Qu'on ne peut pas mentionner parce qu'on n'a pas les droits. Bon, voilà. L'événement sportif à Paris. Après, il y a des chiffres que je ne pourrais pas donner, mais on n'a pas encore, et je touche du bois, on n'a pas fait l'objet d'une attaque hyper évoluée. Bien évidemment, on en voit passer tous les jours. Oui, la crainte, de toute façon, avec l'IA, c'est quoi ? C'est que les petits malins qui se trouvent en face reproduisent exactement ce que nous, on fait, et donc génèrent des attaques évoluées, type arnaque au président en générant des vidéos imitant parfaitement Sophie Bellon, la patronne du groupe, et pour essayer faire de l'extorsion de fonds. Ça peut arriver. Pour le moment, on n'a pas fait l'objet. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a énormément de difficultés je pense, dans le temps, on aura actuellement des difficultés à pouvoir répondre à des attaques évoluées si nous, en face, on ne s'y prépare pas. Oui. Et donc, il faut travailler avec des partenaires pour pouvoir avoir des moteurs d'analyse d'IA qui permettent de traiter la donnée de sécurité de façon massive pour pouvoir réagir. Il y a le fait de s'y préparer au niveau des SI, mais il y a aussi le fait, Frédéric Charles, d'aller former les collaborateurs et collaboratrices à ces enjeux-là et d'avoir une formation continue, des plans de formation réguliers pour pouvoir justement, alors détecter une arnaque au président, c'est un peu compliqué, mais voilà, dire au moins que ça existe et que vous êtes potentiellement la cible de ce type d'attaque-là. Oui, alors tout à fait. Et avant d'aborder la formation, moi j'ai eu une petite démo hier quelqu'un, une société avec qui je travaille, où en fait la président qui consiste à imiter quelqu'un, en fait ça se fait avec un PC de quelques milliers d'euros, ça met du Teams, donc on l'a fait la démo, donc en gros il faut 4 à 5 minutes d'apprentissage de voix pour avoir quelqu'un, et ensuite il faut récupérer une photo et il fait l'image. Et donc ça veut donc dire qu'à ce moment-là vous avez quelqu'un qui est en Teams, le Teams va bien sûr regarder mon visage, va prendre ce que je dis, sauf qu'il va
transformer ce que je dis en mettant la voix du président s'il le faut, et il va prendre, et moi si je tourne, si je cligne des yeux, et ainsi de suite, il y a ça. Et c'est voilà. Alors c'est détectable parce qu'en fait le système il est en réel. Donc si je m'amuse à mettre ma main devant le visage, en fait il va pas calculer assez vite où est ma main et où il voit pas les objets, où est ma main et où est le truc. Et donc on va voir qu'il y a un truc. Ça veut dire qu'on en revient en fait. Et j'ai revu récemment le film Tenet là où il démarre pour sauver le monde à partir de un mot et un signe. Il fait le croisement des doigts. Donc en fait on va revenir à des choses aussi simples que ça. Donc peut-être qu'il faut pas chercher dans la technicité les choses. Peut-être que la chose la plus simple c'est de dire on va démarrer des conf calls qui sont importantes où on va prendre de réunions de crise où on va prendre une décision importante, on va entre guillemets devoir s'authentifier avec un moyen qui peut pas être copié par de l'IA. Peut-être qu'on va le faire en physique tout simplement autour d'un apéro et l'IA va venir, ou alors on va le faire avec un signe que l'IA ne peut pas connaître et qui n'est pas dans une procédure. En tout cas, je pense qu'on va forcément sortir ou une question des hors mécanismes. Procédure. Voilà, on va pas être dans j'appelle la guerre missile-antimissile où on fait un missile, on fait l'antimissile et ainsi de suite. Donc en gros, si on arrive à des niveaux de fake très très élaborés, on va pas faire des niveaux d'anti-fake encore plus élaborés. Non, à un moment donné, il faudra quitter le jeu et changer la règle. Et pour changer la règle, il faut revenir à l'intuition, c'était très bien dit ce matin, revenir à l'humain, à des trucs qui sont basiques et que pourront jamais copier les IA en fait. Super intéressant. Et sur la formation, oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, donc on revient aux formations, aux gens. Donc ça veut donc dire qu'il faut les former. Donc ça, d'ailleurs, j'ai vraiment bien aimé Aurélie ce matin. Oui, c'est fini l'éducation. On est dans la formation continue. D'ailleurs, les IA sont dans la formation continue. C'est pour ça qu'elles produisent une version toutes les semaines et qu'il y en a des nouveaux en permanence. Donc on serait à armes inégales avec les IA qui sont formées en permanence. Si nous, les humains, on n'est pas formés en permanence. Bon, cela dit, à part cette image, ça veut dire que oui. Typiquement, moi j'anime un programme de formation. On a passé un accord avec une école de commerce et en fait on fait former un programme d'IA de 7 heures à tous les salariés qui sont volontaires, qui s'appellent champions et ainsi de suite, pour comprendre ce que c'est en fait. Et c'est marrant parce que dans toute mon expérience informatique, c'est la première fois où on forme les gens avant de leur mettre le système. Parce que je ne sais pas votre expérience, mais moi on a balancé la bureautique, on les a formés après, on a mis les ERP, on les a formés après. Voilà. Là c'est le premier cas où on a à l'avance finalement de dire attention, là il faut comprendre ce qui est en face de toi, comment tu l'utilises, qu'est-ce que tu fais, et après on va tester et on se fait sa propre. Je vous vois opinion du chef Yann Gourvenec sur cette question de formation qui vous touche puisque vous êtes aussi professeur. Est-ce que vous avez peut-être des astuces, des conseils, comment bien former à ces questions-là? Oui, je pense qu'il y a effectivement un vrai enjeu de formation et d'accompagnement aussi. Alors j'ai une petite anecdote. Dans une grande société très connue en France, CAC 40, je ne nommerai pas par pudeur, où il y a une charte d'utilisation informatique dans laquelle on a bien entendu mis que quand on utilisait l'intelligence artificielle générative, il fallait l'indiquer. La direction utilise l'IA générative sans l'indiquer dans les messages qu'elle envoie au personnel. Je ne discuterai pas de la qualité des messages en question, mais je pense que cette petite anecdote amusante, elle montre d'abord que la formation, ça doit toucher tout le monde, pas seulement le niveau le plus bas de l'entreprise. Et l'éthique et la déontologie aussi, du coup. L'éthique et la déontologie, ensuite, effectivement. Et aussi, je pense que cette question de la formation, elle se pose à plusieurs niveaux. Oui, il faut apprendre aux gens à utiliser à la fois les IA génératives, à comprendre, oui, mais surtout à les décoder et à essayer d'évaluer la qualité de leurs résultats. Parce que quand on parle d'efficacité, oui, il y a l'efficacité, il y a obtenir un résultat, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et il y a aussi le temps qu'il faut pour obtenir ce résultat, et se poser aussi la question, savoir si j'aurais pas pu obtenir ce résultat de meilleure façon autrement. Et bon, ça, je pense que ce sont les sujets les plus importants. Il y en a un autre que finalement tu as évoqué, Jérôme, qui est aussi, qui m'a interpellé beaucoup dans les grandes entreprises où j'ai travaillé, c'est finalement on parle toujours de la confidentialité des données, mais finalement on définit très peu, très mal, ce qu'est une donnée confidentielle. Alors la plupart des employés ont des données tellement importantes que quand ils s'en vont, quittent l'entreprise, on fait format C2./S, donc ça ne doit pas être très, très important, mais il y a... Qu'est-ce qui définit quand on est dans l'armée? Il y a des niveaux de confidentialité et qui sont bien indiqués. On ne part pas avec un document classifié. Des accès. Voilà. Donc ce sont des choses qui sont très codifiées. Et ça, dans les entreprises, je pense que c'est assez mal fait.
Et ça commence par là, parce que pour savoir si telle ou telle donnée doit ou ne doit pas, et si on peut la détecter avant, ben, il faut d'abord savoir laquelle elle est. Alors, il y a de la sensibilisation, je pense que c'est pas seulement de la formation, c'est de la sensibilisation aussi, et de l'accompagnement. Je pense que simplement le fait d'interdire n'est pas dans une charte n'est pas forcément aussi une bonne chose. Ça suffit pas. Et vous me faites une transition parfaite parce que j'aimerais juste pour le dernier temps de cette table ronde d'aborder la question justement de la gouvernance de cette question de l'intelligence artificielle en interne, mais aussi peut-être de façon un peu plus large sur la régulation. On parlait de cette question d'accès aux données sensibles. En tant que direction stratégie digitale et innovation chez Suez, vous interagissez avec évidemment toutes les parties de l'entreprise. Comment ces questions d'innovation et donc d'intelligence artificielle sont-elles gouvernées et prises en compte au sein de votre groupe? Et est-ce que vous avez peut-être une solution pour que l'information circule et que les choses soient prises en compte et qu'on ne se contente pas d'une charte que personne ne respecte? Le micro, s'il vous plaît, Frédéric. Oui. Par rapport à Suez rapidement, en fait, il y a un programme AI for Suez qui a été lancé en début d'année, mais suite et top-down, donc pris par la direction générale, suite à l'éveil de la direction générale par la base, qui a remonté un certain nombre d'éléments, démontré des choses, et dans le cadre d'un comité stratégique, ensuite a lancé le programme qui est coordonné par notre division. Donc il faut effectivement qu'il y ait un terreau, favorable, et on le rencontre, moi et toutes les entreprises avec qui je discute, on rencontre ça. Alors après, on peut décider effectivement de la taille ensuite du pilote. Est-ce que c'est 200 personnes sur tant de milliers en fonction des emplois et autres? On a vraiment ça. Sur ce sujet-là, je pense qu'il faut séparer le build et le run. Hein. Les DSI, ils aiment bien ça. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la gouvernance, ça sert à rien de faire la gouvernance du run. Vous n'êtes pas en train de faire du run, on est en train de parler d'un POC, d'un machin. Peut-être que demain, la techno va changer. Le sujet, c'est le build, c'est comment vous allez construire. Donc ça change pas fondamentalement ce qu'on fait avec les maîtrises d'ouvrage, avec les métiers. On a dit que ça allait changer les processus métiers. Donc forcément, voilà. Sauf que c'est quand même un peu plus que juste acheter un logiciel achat sur la base d'un cahier des charges avec un appel d'offres. Parce que là, à la fin, on va utiliser quand même de la connaissance, on va utiliser des choses. Donc la relation acheteur, je ne suis pas sûr que la DSI peut la gérer elle-même que dans une logique achat. Il y a beaucoup plus de métiers. Donc ça veut dire que ça va être la bonne nouvelle. Hein. On parle depuis des années, et à chaque fois, on tombe sur le créneau classique que la DSI doit se rapprocher des métiers. Il faut se rapprocher encore plus des métiers, parce que de toute façon, c'est eux qui vont être là. Voilà, donc sur le build, je pense qu'on est top-down et on a vraiment les outils principaux. Il faut les amplifier, il faut bien les gérer. Les comités doivent être là. Enfin, voilà. Mais il faut pas les racher. Et c'est maintenant que ça se passe. Sur le run, on a parlé du Bring Your Own AI. Là, ça va se passer au niveau des salariés. La formation, c'est un élément. Moi, je pense que le moteur lui-même, ça peut en être un, parce que qu'est-ce qui s'est passé, si on regarde ChatGPT, quand ils ont commencé à sortir des choses tout au début, où on pouvait leur demander les plans de la bombe nucléaire et compagnie, ils ont intégré dans le moteur lui-même un certain nombre de choses pour empêcher que le système soit raciste, empêcher que le système divulgue des secrets. Donc, et ça va être le cas, j'imagine, chez Capgemini, parce que le système de knowledge management qu'on développe en interne, tout le monde c'est pas parce que je suis en interne que j'ai accès à toute la connaissance interne. J'ai bien accès à la connaissance de mon métier, ainsi. Donc il va falloir que je code dans le LLM quelque part les règles d'accès, et que quand le LLM sera avec moi, il va lui-même être entre guillemets un petit peu plus futé que juste un LLM, et il va voir mon niveau entre guillemets d'habilitation et me faire une réponse adaptée à ce niveau-là. Donc de toute façon, il va falloir être à la base. La base, c'est pour moi, c'est soit le LLM, soit la personne, l'individu. Et dans l'individu, la charte, oui, va jouer un rôle, mais il faut que les outils soient intelligents aussi. On ne peut pas reposer que ce soit salarié. En tout cas, ça ouvre des perspectives et un monde, qui peut faire peur aussi, mais qui est totalement nouveau. En tout cas, c'est un défi nouveau. C'est un défi nouveau. Philippe Boudier, vous aussi, vous l'avez pris comme ça. Enfin, c'est en tant que expérience, comment vous l'avez pris ce défi? Vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça vous inspire aussi sur la façon dont justement ces sujets sont traités, adressés au sein de votre groupe? Alors moi, je vais parler ne serait-ce que pour la France, pas par rapport au groupe. Oui, je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne, aussi, c'est bon. J'ai une petite anecdote pendant que Frédéric évoquait justement quelques points.
qui vient de me revenir à l'esprit. C'est un de mes apprentis qui, en fait, on a une personne du groupe, celle qui est en charge, parce qu'on a mis une organisation en place pour justement faire le traitement et le fonctionnement, l'intégration de l'IA au niveau du groupe Sodexo. Et on a parlé de Copilot, utilisation de Copilot, et pourquoi pas mettre en concurrence Copilot avec des solutions d'audit de code. Et j'ai bien aimé, j'ai encore la tête et la réaction de l'apprenti qui, lui, commence juste dans une école cyber, et il est limite outré de voir qu'on met en concurrence des outils d'analyse de code avec la solution Copilot de Microsoft, donc de l'intelligence artificielle. Je peux le comprendre, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on se dise, qu'on se mette des barrières tout de suite et qu'on dise non. Ça, c'est un des principes que je m'applique tout le temps. Quelqu'un qui vient de me demander quelque chose, je vais lui dire non, mais. Donc, je trouve des solutions. Il ne faut pas qu'on dise un non ferme. Donc là, la solution de l'IA, on ne peut pas dire non complètement, mais il faut essayer d'être pragmatique. Et la difficulté qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise, là, actuellement, c'est la potentielle fuite de données et fuite de code et perte d'informations sensibles, parce qu'on évoque des informations sensibles et c'est le risque que l'on peut avoir. C'est du secret industriel qui peut partir de façon ouverte. Et ça s'est déjà vu d'ailleurs dans un certain nombre, pas dans votre entreprise, mais dans un certain nombre d'autres groupes. Ouais. Et le point quand même qui est assez complexe chez Sodexo, c'est on essaie d'être quand même assez rigoureux dans l'usage l'usage et l'utilisation de l'IA. Donc c'est vrai qu'on essaie d'optimiser la performance et l'usage par rapport aux collaborateurs. Suivant certains de nos métiers, tout à l'heure avec Frédéric, on évoquait des recettes de cuisine. Oui, on a des laboratoires qui commencent à s'appuyer sur l'IA pour essayer de générer des recettes et de voir ce qui pourrait être optimisé, mais pas forcément pour créer des nouvelles recettes, mais c'est surtout pour trouver un bon équilibre. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as évoqué, un bon équilibre sur la qualité d'alimentation pour les convives. C'est-à-dire que trouver la bonne recette qui permettra de permettre de bien ou mieux manger, pas forcément en termes de volume, mais en termes de qualité. Et donc, je sais que j'ai des métiers qui travaillent avec Copilot, ils trouvent des solutions pour... j'en parle beaucoup de Copilot parce qu'on ne s'appuie que là-dessus pour le moment. Oui, et que vous avez un petit recul déjà, un petit retour d'expérience sur Copilot. C'est ça. Sur un certain nombre de métiers. Et autrement, les autres solutions qui sont utilisées, du moins la crainte que je pourrais avoir et qu'on pourrait avoir, c'est les problèmes de fuite, comme je l'évoquais, confidentialité des données, perte d'informations, je me répète, mais c'est notre grosse crainte. C'est quand même le cœur du problème. Oui, je rebondis sur ça. On n'a pas parlé mais des contrats. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les solutions ne sont pas techniques. Et donc, en l'occurrence, Copilot ou d'autres, il y a des contrats. C'est-à-dire que dans le contrat de Copilot, c'est écrit noir sur blanc que par Microsoft, tout ça. Sur le côté de la propriété intellectuelle, Microsoft avait communiqué à un moment donné sur le fait que si ses utilisateurs étaient attaqués sur la propriété des œuvres d'art qui ont enrichi ChatGPT, il prendrait le procès en direct derrière. Et puis, il y a le AI Act qui va arriver derrière, qui va faire que les systèmes qui vont nous être proposés, le fournisseur, il aura une responsabilité. C'est un petit peu voilà. Donc on va aller forcément vers un système où les fournisseurs de ces petits bouts de solutions, ces compagnies, auront quand même une responsabilité qui sera marquée dans des contrats et donc eux-mêmes feront attention entre guillemets au départ et donc à partir de là, voilà, ils cloisonneront, ils feront ce qui vont bien. Bon, c'est très utopique ce que je dis. Voilà, au début, je préfère faire confiance aux gens avant de dire non. Mais vous me faites une transition parfaite puisque cette notion de gouvernance s'applique aussi évidemment au cadre juridique complexe national et international. Et je crois que c'est quelque chose qui vous anime, Jérôme Desbonnets aussi. Ouais, ça nous occupe bien, ouais, tout à fait. Aussi. En tant que boîte internationale, effectivement, ça nous occupe bien. Et je vais rebondir là-dessus, justement, puisque les AI Act, pour nous, en tant que fournisseurs, justement, de solutions, les moteurs qu'on va développer, on doit les décrire. On se doit de les décrire, on se doit de protéger nos clients, justement, dans le contrat aussi. Et c'est effectivement un travail monstrueux qui nous est demandé justement par l'Europe à l'heure actuelle. Et typiquement, si on doit faire l'acquisition, par exemple, d'un modèle pour l'intégrer dans une solution pour un client,
À l'heure actuelle, ça implique typiquement la direction juridique, ainsi de suite, jusqu'à une validation pour nous, jusqu'au board, jusqu'au CEO. À l'heure actuelle, vu les risques que ça engendre pour toute solution qu'on va déployer pour les clients en Europe. Ça, c'est un exemple. Et aux US, l'executive order de Joe Biden, c'est par exemple là pour tous les contrats pour une entité gouvernementale américaine. Donc voilà le genre d'impact que ça peut avoir effectivement sur le plan juridique. Ce qui fait que ça a un impact fou en termes humains, en termes de délai de livraison et ainsi de suite. Parce que là, on est sur du juridique où ça va aller regarder chaque mot et chaque sens que peut avoir tous les mots dans le contrat. Et du coup, les liabilities, enfin je ne vais même pas retrouver le mot français, les impacts financiers que peuvent avoir derrière sur le contrat, qui peuvent être nettement supérieurs au coût du contrat. Et on parlait justement des IOPS, où on est limité justement sur le nombre d'IOPS qu'on peut fournir à un client en Europe, où c'est justement un poil moins qu'aux US, histoire d'avoir une petite différence justement entre chaque continent, hein, puisque chacun veut montrer une petite différence. Mais pour nous, en tant que fournisseur international, où on a un client international par exemple qui est multiplaque, c'est juste l'enfer, quoi. Parce qu'il faut faire un truc différent pour chaque continent. Ou dans mon ancienne vie, quand j'étais patron de la sécurité opérationnelle d'une infrastructure de marché dans la finance, où j'avais 27 régulateurs au quotidien sur le dos, avec les combats géopolitiques, c'était fréquent. Je les avais les 27 en face de moi, et puis c'était moi je veux ça, et puis bien sûr c'était l'opposé. Je fais comment moi pour délivrer quelque chose de standard sur le marché, puisque quand on traite des actions qui passent d'un côté d'un pays, c'est la même action, hein, donc quand il faut faire la consolidation financière, le clearing, ça reste des euros, hein, si on parle que de l'Europe. Oui, mais entre un pays nordique et la France par exemple, ça reste les mêmes euros. Oui, mais c'est pas la même façon de faire. On assiste quand même à des voilà, donc c'est génial en fait. On assiste à des grandes nouveautés quand même avec l'IA, parce que c'est quand même la première fois qu'on régule au niveau européen avant qu'une technologie ne soit complètement déployée ou même n'existe. C'est quand même le même cas de figure. Ce qui est quand même à relever. Malheureusement, on aurait pu continuer à en parler encore pendant une bonne demi-heure, mais il est déjà 14h45. Messieurs, juste un petit mot de conclusion de chacun d'entre vous, à commencer par vous, Yann Gourvenec, si vous aviez un conseil à donner à notre assistance et à notre auditoire, en moins d'une minute, évidemment, même pas 30 secondes, 20. Moi, mon conseil en moins d'une minute, c'est effectivement plutôt que de dire non, concevoir des bons systèmes, parce que sinon, de toute façon, on se passera du développement propriétaire et on ira voir quelque chose qui est déjà disponible et qui évolue tout le temps. Et puis d'accompagner, surtout de former, pas seulement à l'usage, mais à prendre du recul et à comprendre la qualité du résultat et à prendre un avis critique sur ce qu'on fait. Même chose pour vous, Philippe Boudier. Alors pour faire simple et rapide, l'IA, de toute façon, on ne va pas avoir le choix, on doit y aller ou on va y aller. C'est de l'accompagnement, de la sensibilisation et j'ai un peu les mêmes principes que l'on a au niveau de la cyber. C'est accompagner, sensibiliser, se répéter, être sûr qu'il n'y a pas des écarts de fonctionnement. Donc il y a probablement c'est assez ambigu, mais des outils complémentaires pour les contrôler justement, qu'il n'y ait pas des écarts. Donc c'est surtout accompagnement, formé, c'est à peu près les mêmes positions, y aller au fur et à mesure. Et Frédéric Charles, en dehors de ramener les MIPS à la maison? Oui, je pense qu'on a une transformation, donc transformer, je rappelle, c'est trans et former, donc changer de forme, donc en fait c'est bien l'entreprise qui change de forme. Donc on a parlé formation, donc c'est-à-dire que les DSI vont bosser avec les RH, avec la DRH, et oui, ça on n'a peut-être pas encore parlé, mais voilà, c'est au niveau de l'ensemble des salariés et l'ensemble des processus que ça va se faire, là, le changement de forme. Donc n'imaginez pas que c'est une technologie en fait. Bon conseil. Et dernier conseil, Jérôme Desbonnets. Ouais, je vais rejoindre complètement, c'est accompagner, et c'est effectivement ça se joue au niveau des processus avec le business. Et c'est vraiment ça le fond, c'est un changement identifier ce qui va être à changer et former pour aller dans le changement. Transformation et changement de paradigme. Ouais, on a des applaudissements, donc on va les prendre. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. À vous quatre pour cette table ronde et pour cet échange
J'espère que ça vous aura appris 2-3 petites choses. On poursuit la conversation dehors parce que malheureusement, il faut enchaîner. Bonne journée de conférence Merci. à vous.